Merci mes amis. Oui, c'est heureux de parler dans une médiathèque. Ça me fait penser à cette phrase de André Suarez au début du XXe siècle qui disait, dans un texte très prophétique, le livre sera l'ultime refuge de l'homme libre, hein, d'accord. Et peut-être d'ailleurs qu'au cœur du livre, c'est la poésie qui sera l'ultime refuge de l'homme libre. C'est de ça dont je veux vous parler d'ailleurs. Parce que, hélas, le livre aussi a été colonisé par autre chose que ce qui rend libre. Vous voyez. Bon, vous l'entendrez, mon propos peut être polémique parfois, parce qu'il faut affirmer des choses, vivement. Ceux qui ont suivi les ateliers ces jours-ci, ceux qui sont venus aux lectures, ils ont entendu beaucoup de poèmes, donc l'essentiel est fait. Parce que ce qu'on dit de la poésie est toujours inférieur à la poésie. Il faut toujours en revenir au poème. Et au fond, ça me rappelle aussi ce que disait Stefan Zweig dans un livre magnifique qui s'intitule La confusion des sentiments, que je conseille à tous les jeunes de lire. Il disait comme ça, si vous n'avez pas senti la poésie battre dans votre cœur, il ne sert à rien d'en faire l'anatomie. Vous voyez, l'analyse, elle est utile, bien sûr, mais très secondaire. Enfin, je ne veux pas faire l'anatomie de la poésie, peut-être simplement, effectivement, essayer, malgré l'heure, qui n'est pas une bonne heure, parce qu'on est tous en digestion, n'est-ce pas, essayer de faire entendre la parole d'ardeur qu'il y a dans la poésie et justement l'engagement à l'ardeur qu'elle porte. Alors, moi je suis tout à fait prêt à faire une conférence participative, c'est-à-dire partir de vos questions, ce que suggérait Guy. Peut-être je parle un petit peu avant, et puis ensuite, très volontiers, moi je répondrai à telle ou telle question. Alors parlons déjà de ce livre, La poésie sauvera le monde, et du titre justement, qui est évidemment une provocation, qui est évidemment quelque chose qui peut faire hausser les épaules, qui peut faire sourire, qui peut faire « Ah, voilà encore, parole de poète rêveur, utopiste, il nous en faut », vous savez comment on dit, avec une sorte de petit sourire apitoyé et gentil, « il nous en faut des rêveurs ». Et merde, j'ai fait exprès de mettre comme incipit de ce livre cette phrase « La poésie sauvera le monde si rien le sauve ». C'est dire, n'est-ce pas, si quelque chose, ma foi, peut sauver le monde, ce doit être la poésie. Et alors, comment affirmer ça? Comment affirmer cette chose pareille? Et pourquoi fait-elle sourire? Au fond, venons-en aux choses par ce biais-là. Pourquoi cette phrase fait sourire? Ce ne peut être, si elle fait sourire, et ça dénonce très exactement ce que je veux dénoncer, ce ne peut être que parce qu'on a une idée fausse, scandaleusement fausse, ridicule, vénielle, dérisoire de ce qu'est la poésie, n'est-ce pas? Si on a une idée juste, impliquée, engagée de ce qu'est la poésie, ça ne fait pas sourire. Si on sait exactement de quoi on parle, sauf que dans le monde dans lequel nous vivons, dans ce monde d'ici, maintenant, aujourd'hui, l'idée générale qui est partagée de la poésie est une idée fausse, à contresens. Je dis bien à contresens, comme on dit en milieu scolaire, un contresens dans la traduction d'une expression d'un texte. C'est-à-dire que la plupart du temps, et ça, Guy l'a dit, je suis payé pour le savoir, puisque ça fait plus d'ailleurs que de temps où je dirais, 16 ans que je dirige le Prendrai Poète, parce que depuis mon adolescence, j'ai été passionné de poésie et j'essaie de partager la poésie, n'est-ce pas? J'ai entendu partout ce qui se dit de la poésie, comme vous avez pu peut-être, vous aussi, peut-être l'entendre à droite à gauche. La représentation, comme on dit, la représentation de la poésie est scandaleusement, comment je pourrais dire, naïve, mal informée. On pense la plupart du temps que la poésie, c'est une charmante chose. Au mieux que c'est une belle chose, n'est-ce pas? Une belle chose qui, ma foi, fait pas de mal. Quand les choses sérieuses et graves sont assumées, peut-être qu'un peu de poésie, ça ne ferait pas, voilà, ça serait pas plus mal que ça. Enfin, vous savez, ça serait peut-être comme un ornement distingué, gracieux à notre existence. Par exemple, je sais pas, comme les parfums qu'on vaporise dans les parkings pour chasser les miasmes du parking, n'est-ce pas? Ou alors le pot de fleurs qu'on met sur la cheminée, parce qu'il y aura un peu de couleur pour égayer le triste quotidien. Vous voyez, la plupart du temps, on pense que la poésie, c'est quelque chose qui vient éventuellement après les choses importantes, n'est-ce pas? Et que, ma foi, on peut s'en passer. D'ailleurs, on s'en passe.
puisque 99% des Français ne lisent pas de la poésie, n'est-ce pas? En tout cas, pas vraiment. On en lit parfois, évidemment, au collège, au lycée, à l'école, parce qu'il y a contrainte scolaire, n'est-ce pas? Et encore, qu'est-ce qu'on lit? Et pourquoi faire et comment, n'est-ce pas? Et la plupart du temps, en tout cas, dès qu'on est sorti du milieu scolaire, la poésie n'existe plus, n'est-ce pas? Elle est hors champ. Or, moi, je me bats pour dire que la poésie est une nécessité absolue d'un point de vue politique, c'est-à-dire du point de vue de la conception d'une cité humaine, n'est-ce pas? Et moi, j'ai un point de vue sur la cité humaine, non pas qui va advenir, mais que j'aimerais voir advenir un jour. Il nous faut évidemment tous, sinon quoi? Nous sommes pris dans les pieds dans la boue de l'instant, dans le ciment de l'instant, on veut dire. Il nous faudrait tous avoir comme ça la pensée d'une société advenue à une plus grande humanité, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ce qui me fait vivre depuis toujours. J'ai toujours pensé que, quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas me désintéresser de cette question. Je traversais l'existence sans savoir quel type de relation humaine serait la plus juste, n'est-ce pas? Et comment moi je me situe par rapport à ça. Donc, c'est au nom de cette question-là, question fondatrice, de quelle humanité sommes-nous tous responsables? De quelle humanité nous rêvons? C'est au nom de ça que je signale, là où est ma place, l'importance que peut revêtir la poésie, plus que l'importance, la nécessité absolue. Et je dirais, dans le temps de défaite morale et intellectuelle d'aujourd'hui, n'est-ce pas, l'urgence de la poésie. Alors pourquoi? Parce que justement, pour moi, la poésie est l'exact inverse de cet ornement, de cette chose gentille, de ce supplément d'âme, n'est-ce pas, dont on parle en général. Ça n'est pas un supplément, ça n'est pas un complément, ça n'est pas un maquillage des choses pénibles et tristes du quotidien. C'est au cœur même du quotidien et de la vie individuelle et collective que la poésie doit agir, qu'elle a sa place première et sa justification première, sa justification, car sinon elle n'a pas de justification. N'est-ce pas? Si elle est le papier peint sur le mur, ça n'a pas d'importance. Parce que la maison brûle, n'est-ce pas? Moi, je suis un homme optimiste, je suis un homme de combat, je suis un homme actif, j'espère, n'est-ce pas? Mais je suis lucide, la maison brûle, vous le savez tous aussi bien que moi, n'est-ce pas? Ici, aujourd'hui, maintenant, la maison est en péril, la maison humaine, dans les âmes, dans les esprits, etc. Et partout sur Terre, vous voyez, les conflits qui ne cessent de se générer les uns les autres, etc. Donc quand la maison brûle, on n'a pas le papier peint, vous voyez, c'est pas la préoccupation première. Et donc si la poésie, c'est du papier peint, des fleurs peintes sur le mur, aucune importance. Dans le monde en ruine, dans la maison en ruine, le papier peint, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il vaut? Donc la question, elle est là, d'abord. Pour justifier mon affirmation, la poésie sauvera le monde. Ce que je crois profondément, je persiste et je signe, quelque bravade que ça puisse paraître, n'est-ce pas? Et je vais essayer de le justifier, en peu de mots ici, mais à ce moment-là, vous regarderez le livre, c'est plus argumenté, n'est-ce pas? Pour pouvoir dire ça, il faut à ce moment-là pouvoir témoigner d'une autre conception de la poésie. Or, ce que je vais dire, pour essayer d'exprimer en quelques mots clairs ce que j'entends, là, par poésie, je ne vais rien dire d'extraordinairement neuf, parce que tous les poètes le disent, depuis l'aube des temps humains, n'est-ce pas? Tous les poètes le disent, sans cesse, avec insistance. Ils le disent et on ne les entend pas, n'est-ce pas? On a très peu de la mémoire de ce qui traverse l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que partout, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, depuis l'aube des temps, il y a des poètes. Depuis l'aube des temps, pensons à ça, n'est-ce pas? Les premiers textes écrits qui nous soient parvenus, c'est sur les tablettes d'argile de Sumer. Or, là où on fait la guerre aujourd'hui, n'est-ce pas? Là-bas, entre le Tigre et l'Euphrate. C'est là les prémices de notre civilisation, de nos civilisations. Il y a 6000 ans. On a trouvé donc ces tablettes d'argile qui nous rapportent des textes antérieurs à la Bible et à tous les autres grands textes, les premiers qui nous soient parvenus. On les a découverts au XIXe siècle, on les a traduits il y a quelques dizaines d'années. Et qu'est-ce que ce sont ces textes sur des tablettes d'argile? C'est des poèmes, n'est-ce pas? Ce qui veut dire, il y a deux choses, il faut le dire très clairement, il y a deux choses qui sont notées sur ces tablettes d'argile. Des signes qui sont des chiffres et qui marquent probablement le commerce du bétail, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. Et le reste, la chose qu'on voit, c'est du poème.
n'est-ce pas? Et ça n'est pas par hasard, à mon sens. Alors, je reviens à la question première, essentielle, qu'il faut vraiment que maintenant j'aborde de front, n'est-ce pas? De quoi on parle quand on parle de poésie? Et on va me dire, oui, mais alors, où c'est que vous partez, mon lieu? La poésie, on la définit, redéfinit, on ne la définit pas, elle est indéfinissable comme l'amour, enfin, vous voyez, tout ça. Eh bien, non. Essayons d'y voir clair. Essayons d'affirmer un certain nombre de principes au sens premier, donc des principes, des choses dont on parle, n'est-ce pas? Et puis on peut en débattre. Je ne dis pas que c'est des dogmes, que c'est ma conviction, c'est tout. Mais ma conviction fondée aussi sur la fréquentation des poètes d'aujourd'hui et d'hier, sur ma lecture depuis toujours des poètes, n'est-ce pas? Alors de quoi on parle quand on parle de poésie? Pour aller vite, et parce que malheureusement, il faudrait le temps de la nuance. Vous savez qu'on n'a plus beaucoup le temps nulle part maintenant de la pensée nuancée, ni même à la radio, n'est-ce pas, où en principe c'est le lieu de la parole. Surtout à la radio, n'est-ce pas, on a peur du silence, on a peur de la pensée qui se développe. Moi, quand j'ai donné des dizaines d'interviews dans des radios, on me dit toujours, on me pose des questions cruciales sur la poésie, on me dit vous avez 30 secondes, vous avez 1 minute. Et quand j'en ai quelques-unes de plus, n'est-ce pas, si jamais je prends mon temps, un temps de silence, donc de respiration de la pensée pour exprimer mon point de vue, je vois le visage de l'animateur ou animatrice se décomposer, devenir blanc, n'est-ce pas? Impossible qu'il y ait un blanc, un silence. Or, s'il n'y a pas de blanc, de silence, n'est-ce pas? Où est la caisse de résonance de la pensée? Où est le moyen qu'elle aurait de se déployer dans la tête de celui qui écoute comme dans celui qui parle? Bon, alors, comme je dois quand même tenir compte du temps et de la situation, je vais essayer quand même, sans, j'espère, déroger trop à la nuance, dire les choses un peu plus rapidement qu'il le faudrait. Mais encore une fois, dans le bouquin, j'ai essayé d'être le plus précis possible, et c'est toujours à l'écrit qu'il faut en revenir quand on veut vraiment, je crois, déployer sa pensée. Sinon, on fait du stand-up, vous voyez, et vous voyez ce que ça donne, le stand-up. Toutes ces paroles, malheureusement, rapides, désinvoltes, et qui passent à côté de l'essentiel. Alors, je vais, pour aller un peu vite, partir d'une expression qui me paraît d'une formule qui me paraît très éclairante parmi toutes celles qui définissent la poésie et qui ont chacune leur part de vérité, évidemment. Mais celle-ci que je vais citer me paraît fondamentale. Elle vient de Georges Perros. Georges Perros était un poète important, publié chez Gallimard, qui était lecteur chez Gallimard, et qui a publié beaucoup de livres dans la deuxième moitié du XXe siècle. Je vous conseille, les jeunes, par exemple, de lire Papier collé chez Gallimard, de Georges Perros, un livre magnifique. Bref, et donc Georges Perros dit ceci: le plus beau poème du monde ne sera jamais qu'un pâle reflet de ce qu'est la poésie. 2 points. Une manière d'être, d'habiter, de s'habiter. Attention, tout compte, n'est-ce pas? Quand un poète parle, surtout comme Georges Perros, tout compte. Une manière d'être, d'habiter, de s'habiter. Vous voyez que cette formule est passionnante. Elle parle bien du poème, mais elle relativise le poème. Elle dit le poème n'est que la cristallisation, le lieu d'apparition, le lieu de partage peut-être, le lieu de rencontre d'une chose qui est antérieure, qui lui est précédente et qui est essentielle. Et c'est cela dont on parle quand on parle de poésie, cette manière d'être, d'habiter, de s'habiter. Et qu'est-ce que c'est? Évidemment, maintenant, la question est légitime. Cette manière d'être, d'habiter et de s'habiter qui serait si spécifique, puisque ça s'appelle poésie, et que manifestement il veut dire qu'il y a là quelque chose de singulier. Et alors, le propos de mon bouquin, c'est d'essayer notamment de déployer ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que, du coup, pour reprendre une autre expression célèbre du grand poète allemand Hölderlin, qu'est-ce que c'est qu'habiter un poète sur la terre? Vous voyez, on a l'habiter aussi. S'habiter en poète, habiter le monde en poète. Voilà, ça en dit long. Et ça institue une manière d'être au monde. Une manière d'être présent à soi et aux autres. Et à soi et à l'univers entier, au créé, et aux raisons, ou aux non-raisons d'exister, etc. Vous voyez, tout découle de cette question-là. Et je vous ferai remarquer que quand on pose la question de l'être, on pose la question de l'éthique. C'est-à-dire, au fond, ce que nous dit Georges Perros, c'est que la poésie, avant d'être un fait littéraire, elle est un fait littéraire objectivement. On l'étudie, on a des collections, elles sont dans les librairies et les bibliothèques, etc. Mais ce n'est que secondaire. Au fond, ce n'est que secondaire. C'est là, d'ailleurs, pour une petite parenthèse,
où l'école passe à côté, elle s'intéresse à la chose littéraire, elle oublie ce qu'il y a en amont, n'est-ce pas? Eh bien, avant d'être donc une chose littéraire, le poème et la poésie est un geste éthique, une décision, une position décidée dans le monde, un point de vue par rapport à l'existence. Et c'est ça que je veux évidemment aujourd'hui commenter, parce que c'est là où est l'essentiel. Et c'est cette façon d'être au monde qui m'habite moi depuis toujours, que j'ai découverte chez les poètes, et que je voudrais que tout le monde la partage. Car, je vais faire un raccourci immédiat, mais vous allez comprendre avec ça, si nous habitions tous en poètes sur la Terre, le monde irait beaucoup mieux. Or, que se passe-t-il aujourd'hui? Nous vivons exactement le contraire. Nous habitons tous en non-poètes sur la Terre. Donc, le monde va à sa perte. Donc, on va dans le mur. Alors, qu'est-ce que c'est habiter en poète sur la Terre? Qu'est-ce que c'est que vivre en poète? Qu'est-ce que c'est que cet état de poésie dont parlait par exemple le poète suisse Georges Haldas? Qu'est-ce que c'est? Le contraire encore de ce qu'on croit. Vous voyez, tous les mots sont dangereux. Tout le contraire de ce qu'on croit. Être en état de poésie, ça ne veut pas dire être en transe. Ça ne veut pas dire être un doux rêveur qui se met le nez dans le lampadaire parce qu'il regarde les étoiles, ou qu'il suit quelques rêves et quelques songes obscurs, n'est-ce pas? Rien à voir. C'est tout le contraire. C'est encore un contresens. Le poète, de tous, je crois, et là je vais le dire de façon violente, c'est pas comme un paradoxe, mais je le maintiendrai jusqu'au gibet exclusivement, comme disait avec bon sens Montaigne, n'est-ce pas? Le poète est celui, justement, qui ne fuit pas la réalité. C'est tout le contraire. C'est celui qui est le plus fidèle, le plus exact au rendez-vous avec le réel. Et là, il faut s'entendre. De quelle réalité parlons-nous? Qu'est-ce que c'est que le réel dont on parle, n'est-ce pas? Et là, je vais faire encore un raccourci, parce que je veux qu'on ait le temps de la discussion, n'est-ce pas? Donc, excusez-moi de ces zigzags comme ça, mais bon, faire encore un raccourci. Comment accédons-nous au réel? Aujourd'hui, particulièrement. Depuis toujours, l'homme accède au réel, d'abord, par ses 5 sens, n'est-ce pas? Dans son inscription dans l'immédiat, tangible. Et donc, on accède au réel, vous le savez, par la saveur, par le toucher du monde sur nous, la gifle du vent, ou la caresse d'une vague, enfin, je ne sais pas, n'est-ce pas? On a une appréhension sensuelle, impliquée, immédiate du monde. Bon. Mais, il y a autre chose. Il y a autre chose qui supplante ça, et qui le supplante et qui, hélas même, le renvoie très loin comme une chose basse, secondaire, le bas du corps, n'est-ce pas, le lieu de l'expérience physique et sensible, qui serait beaucoup moins légitime, beaucoup moins fiable, vous voyez comme il y a renversement de choses, que la représentation que nous avons du monde, ou la saisie que nous avons du monde à travers le langage. Et notamment, le langage que nous apprenons tous depuis le début, qui est le langage conceptuel. Or, depuis notre petite enfance, n'est-ce pas, jour après jour, le langage se substitue à notre appréhension immédiate du monde, à notre ici et maintenant, dans la chair et le sang des choses. Très très vite, on verbalise, on conceptualise, et l'objet concret, l'eau, le vent, la mer, la pierre, l'arbre, l'objet concret est renvoyé au langage, enfermé dans le langage, et perdu, immédiatement perdu. Là, je vais très vite, mais c'est tout ce que Yves Bonnefoy dit magnifiquement, et de façon, à mon avis, décisive, de la perte du réel par le langage conceptuel. Je vais dire une chose très simple, hein. Je vais m'arrêter un peu là-dessus. Je ne dis pas que ce soit si simple, en fait, il ne faut pas que j'exagère, mais en même temps, tout le monde peut comprendre très facilement. Le langage est une chose magnifique, n'est-ce pas? Le langage verbal, ce que l'homme invente au tout début de l'histoire de l'humanité, qui fonde l'humanité. C'est-à-dire le jour où l'homme se dresse et met un son qui a un sens, n'est-ce pas, sur une chose, qu'il invente la symbolisation par le langage, eh bien évidemment, il institue le coup de génie qui crée l'humanité.
Car sans humanité, et sans langage, pas d'humanité, pas de société en tout cas. Sûrement pas, n'est-ce pas? Donc on invente le langage, on invente le mot qui dit la chose, n'est-ce pas? Mais au même moment, on invente le mot qu'on dit la chose, qui est génial, qui nous permet de nous entendre, et surtout qui crée ces deux choses décisives, au-delà justement du présent qui pourrait nous enfermer dans un immédiat. Il crée ces deux choses décisives, la mémoire et le projet, le passé et l'avenir. C'est le langage qui permet ça. Pourquoi? Parce que le mot, le concept, il permet de nommer la chose quand elle n'est pas là. C'est le fondement de la philosophie du langage, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si je dis ici arbre, et si je dis séquoia ou baobab, il n'existe pas ici, que je sache, mais vous pouvez le voir. Et vous savez de quoi je parle. Donc le langage permet de nommer l'absent, donc le passé et le devenir. Et donc il permet tout le processus de l'humanité. Car c'est nommer l'avenir qui permet le progrès, car c'est fonder la mémoire, et il n'y a pas de vie sans mémoire, évidemment, puisque la mémoire c'est l'expérience, etc., etc. Donc on voit bien que c'est le trait de génie qui fonde l'humanité, le langage. Mais en même temps, et là encore, je vais un peu vite, mais vous allez comprendre, en même temps que l'homme a ce trait de génie qui fonde l'humain, les premiers hommes, quoi, n'est-ce pas, qui permettent, ce trait de génie qui permet la perpétuation de l'espèce, tout simplement, puisque ça permet que l'on s'entende. Et qu'on puisse dire, dans les situations graves de l'existence, fais gaffe au mammouth ou éteins le feu. N'est-ce pas? En même temps qu'on invente ça, on invente le désespoir. On invente notre malheur. Le désastre, oui, je dis bien, j'en rajoute pas. Parce que, au même moment que l'on invente le langage conceptuel, on invente tout ce qui va venir, tout ce flot de paroles que l'humanité va produire, n'est-ce pas, qui dit le réel, qui prétend dire le réel, mais qui perd le réel à chaque instant. Car, je vais encore aller vite, si je dis le mot arbre, tout le monde sait de quoi je parle, on s'entend, c'est efficace. Si je dis fais gaffe en traversant la route, ou prends le train, tout le monde s'entend, etc. Mais si je dis le mot arbre, comme ça, je perds aussi tout ce qui est l'arbre, concrètement, humainement vécu par chacun d'entre nous. Car le mot arbre ne portera jamais les 1000 milliards d'expériences de l'arbre qui sont ici dans cette salle. Parce que chacun d'entre vous a vécu des milliers et milliers d'arbres, qu'il les ait vus, qu'ils soient montés dessus, que vous soyez appuyé, fatigué au tronc d'un arbre, que vous ayez dormi sous les branches d'un arbre, que vous ayez construit une cabane dans l'arbre, que vous ayez mangé des fruits de l'arbre, et chacun d'entre vous a vu des arbres différents, vous avez pu voir des forêts brûlées, vous avez pu voir des arbres immenses, 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 ou des arbres que vous avez taillés, des arbres, enfin même, tout un tas d'arbres, n'est-ce pas? Et chacun est différent. Le dictionnaire, il essaie bien de courir après cette réalité proliférante, qui est la vraie réalité, immense, infinie, qui n'est pas close dans telle ou telle identité particulière, dans telle ou telle, expérience particulière. Il essaye parce que, par exemple, le dictionnaire, il dit le mot arbre et puis il définit, n'est-ce pas? Un tronc, des branches, etc. Un tout petit peu plus compliqué, mais pas beaucoup plus. Et puis après, qu'est-ce qu'il peut dire? Il ne peut pas dire l'arbre, c'était pour Tartampion Séraphin, le cerisier dont il est tombé de la branche à 5 ans. Et pourtant, c'est une expérience de l'arbre majeur, n'est-ce pas? Il ne peut pas le dire, parce qu'il faudrait qu'il dise, il fasse l'inventaire de toutes les expériences de l'arbre de l'humanité. Le dictionnaire perd la profondeur et l'immensité illimitée du réel. Il perd la vraie substance du réel. Et le lexique que nous employons tous les jours, la langue que nous employons tous les jours, est une langue efficace, pratique, au sens propre pragmatique, quoi, mais qui perd la profondeur du réel, son infinie nuance, ses particularités immenses, mais qui font l'immense conscience collective de l'arbre, n'est-ce pas? Alors, il se passe que le langage conceptuel, vous voyez, il ne peut jamais, et de moins en moins d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi, il ne peut jamais rendre la réalité. Et nous nous fions à lui pour dire le réel, pour influer sur le réel, pour comprendre le réel. Et il nous manque sans arrêt, il nous trahit sans arrêt, parce qu'il est abstrait, il est tiré du réel, il est un hors réel, il est hors champ. Et il perd ce que nous savons qui fait notre existence, il perd le battement du cœur, il perd la sueur, il perd tout ce qui fait notre présence incarnée au monde.
pour chaque chose, pour chaque geste. Je parle d'objets comme l'arbre, mais si je parle maintenant d'un sentiment, par exemple, si je parle de la peur, si je parle du désir, si je parle de l'inquiétude, si je parle de l'amour, si je parle du désir sexuel, etc., 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 les mots sont toujours givaresques. Ils réduisent le réel à des stéréotypes, à des conventions, à des lieux communs. Nous parlons tous les jours des mots de convention. Bien sûr, on a besoin des conventions, puisqu'on est dans une société, et qu'il n'y a pas de société sans convention. Mais regardez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où ce principe-là est proliférant et devenu fou, c'est-à-dire tout est gouverné par la convention, la conformité et le consensus. La même forme, le même sens, le même sentiment, le même aller, cum venire, on va tous, il faut faire du latin évidemment, cum venire, nous allons tous au même endroit, ensemble, n'est-ce pas? Or, la règle des trois cons est terrible, parce qu'elle fait de nous des clones, et qu'elle nous enjoint très clairement une compréhension, une saisie du monde, justement, qui aplatit et qui écrase la singularité, la différence, la nuance, et plus grave, la surprise infinie du réel. Car le réel vrai, celui que nous vivons, n'est pas immobilisable. Il est un mouvement perpétuel. La vie est un mouvement perpétuel qui se dément sans cesse, qui se prolonge et se dément sans cesse. Toute vie est faite de l'inconnu, de l'instant qui vient, de l'imprévu, de l'incertain. Toute chose dépasse toujours, par principe, sa définition, son assignation à résidence. Vous comprenez? Chaque chose au monde, dans notre vie, qui est toute gouvernée par le langage conceptuel et la compréhension immédiate et rapide, parce qu'il faut, on court, on va vite, il faut que le langage soit tout de suite compris, etc. Donc plus le langage est vite compris, plus il est monosémique, un mot, un sens, il faut que ça aille vite, il faut que je comprenne vite. Plus on fait ça, plus on réduit le réel à une sorte d'artefact superficiel, comme ça, n'est-ce pas? À des conventions, des lieux communs et des conformités. Et donc, c'est terrible, parce que jamais, depuis le début de l'humanité, ça, on peut l'affirmer jusqu'au gibet inclusivement, parce qu'on ne risque rien. Jamais, depuis le début de l'humanité, il n'y a eu autant de langage produit par l'homme. Écrit, oral, diffusé par tous les moyens, écrit sur les murs, écrit sur la peau. Regardez, les kiosques débordent. Il y a, à l'heure où je parle, sans doute des centaines de milliers de radios et de télévisions qui produisent du son. On va n'importe où, on a des haut-parleurs qui nous parlent, dans les trains, dans les métros, dans les supermarchés. Jamais l'homme n'a produit au même instant autant de paroles. Mais cette parole fausse, qui ne dit rien du réel, que la superficie du réel, que le lieu de convention du réel, qui vous dit qu'un arbre est fait de bois et que la pierre est dure. C'est tout, n'est-ce pas? Qui dit qu'une tautologie du réel, qui nous rappelle simplement le lieu commun, le sens immédiatement perceptible, parce que ça arrange. Vous voyez, parce que la part, maintenant, si je vais plus loin, si je renverse les choses, et si je dis, qu'est-ce que serait que le langage inverse? Le langage qui serait fidèle, le plus fidèle possible, obstinément fidèle, farouchement fidèle, avec une passion ardente de cette fidélité à la réalité que nous vivons, à l'infini imprévisible du réel, à sa multiplicité, à sa plasticité, parce que la vie, par bonheur, vous-même, chacun d'entre vous est une part immense du réel. Chaque homme est un monde, disait Hugo, c'est quand même Hugo qui disait ça. Nous sommes un monde, c'est-à-dire nous sommes tous un infini, nous sommes plus qu'un monde, nous sommes un cosmos. Vous êtes plein de planètes obscures et perdues, n'est-ce pas? Vous êtes plein de grands espaces désertiques et au contraire de prairies flamboyantes. Vous êtes plein de ça, plein de paysages. Alors, vous voyez, quel est le langage qui rendrait compte de ça et qui serait enfin fidèle à la réalité, toujours asservi au langage monosémique, au langage qui indique, qui désigne, qui immobilise le sens des choses et des êtres. Qu'est-ce que c'est ce langage? Celui qui a inventé l'homme en même temps qu'il a inventé le langage conceptuel. Parce que, en même temps, c'est aussi le génie de l'homme, et c'est même le plus grand génie de l'homme. Au moment où il invente le langage conceptuel, il y a sûrement, je l'affirmerai jusqu'au gibet inclusivement, n'est-ce pas? Il y a sûrement un homme qui s'est dressé, ou une femme, peut-être bien, ce serait plutôt une femme, qui s'est dressé et qui a parlé, et qui employait les mots des autres,
mais qui n'a pas employé les mots des autres pour dire de faire quelque chose, d'agir de telle ou telle façon, qui a parlé pour interroger, qui a utilisé les mots pour signifier l'immense possibilité de sens de chaque mot, c'est-à-dire de chaque chose, qui a justement mis en doute l'empire du mot à vouloir tout dire, alors qu'il ne dit qu'une toute petite part du réel, n'est-ce pas? Et alors, cette personne qui s'est dressée, elle a fait quoi? Elle a parlé à l'immense infini noir au-dessus de lui. Elle a parlé aux rivières, elle a parlé à l'arbre. Elle a dit des choses et des êtres, la part imprévue. Bon, vous voyez bien ce que je veux dire. Au moment où on invente le langage conceptuel qui asservit le réel à une monosémie angoissante, terrorisante, l'homme invente la poésie. Cette parole libre qui, justement, s'empare de la langue commune et lui restitue farouchement la part qu'elle a perdue, la part de réel perdu. Oh, bien sûr, geste impossible et infini, c'est attraper la mer avec un seau. Oui, mais le poète est celui qui, avec dignité, continuera d'essayer sans cesse d'attraper la mer avec un seau. C'est-à-dire de dire la plénitude du réel. Parce que nous souffrons tous, aujourd'hui, plus que jamais, plus qu'au XIXe siècle, plus où il y avait des mythes, où il y avait du symbole, etc., plus que jamais dans ce monde asservi au matérialisme effroyable, n'est-ce pas, et consumérisme, etc., plus que jamais, nous avons besoin qu'on nous restitue la part manquante du réel. Nous souffrons de perdre le réel. Nous souffrons d'un langage qui est partout, omniprésent, injonctif, et qui prétend nous donner la réalité, alors qu'il la trahit sans cesse. Mais nous le disons sans cesse, nous n'arrêtons pas de dire. Les hommes politiques parlent, ils disent tous la même chose, ils ne disent rien. Mais les hommes qui parlent, les philosophes, les penseurs, les comédiens, les chanteurs qu'on interviewe à longueur de journée sur les radios, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est triste quand on a un amour, quand je perds mon amour, c'est bien quand c'est l'été qui va faire beau, j'aime pas être malade, je voudrais être riche, enfin, grosso modo, avec des nuances, quoi, n'est-ce pas? On nous dit tout ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire le rien de l'existence, car ce qu'on sait déjà n'est rien de l'existence. L'existence n'est que ce qu'on n'en sait pas. Ce qu'on porte en soi, mais qu'on n'en sait pas, n'est-ce pas? Et là, le poète arrive. Là, depuis toujours, les poètes sont présents. Depuis toujours. Mais les psaumes, qui sont des poèmes, bien sûr, et les Grecs, et la poésie sanskrit, et partout, la poésie dans tous les continents. Allez voir le Popol Vuh en Amérique du Sud. Il y a partout, quelque part, des gens qui prennent la langue et qui lui font dire ce qu'elle ne devrait pas dire, ce qu'elle n'est pas autorisée à dire, ce qu'elle ne devrait pas dire parce qu'elle contredit à la loi première de la langue, l'efficacité. La langue du poète n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace si on prend comme sens à efficacité, évidemment, son sens premier et immédiat, c'est-à-dire un stimulus, une réponse. La poésie ne sera jamais ça, n'est-ce pas? Mais elle nous sauve, parce qu'elle nous rend la part que nous perdons à chaque instant de la réalité. Et elle nous rend surtout le sentiment que nous avons tous de perdre pied dans le réel. Elle nous rend, je veux dire, le sentiment d'échapper à la perte de prise du réel. Regardez, la poésie, elle cherche par un langage incandescent, par un langage qui, justement, cherche tous les moyens de faire apparaître, de faire revivre et de faire vivre dans l'écoute, même dans la lecture silencieuse. Elle cherche à nous faire rejoindre cette part perdue dont je parle. Elle sert à nous faire rejoindre l'intensité de l'existence. Parce que nous vivons en hypotendu, n'est-ce pas? Nous sommes dans une immense hypotension. Nous vivons sans intensité. Parce que l'intensité, ce n'est pas dans la course effrénée au supermarché ou au train. L'intensité d'existence dont je parle, c'est le cœur qui bat. C'est la compréhension extraordinairement fine, puissante, désirante de chaque instant. Quand je dis compréhension, c'est au sens, non pas qu'on en a fait nous, qu'on lui a donné nous, pardon, dans nos sociétés logico-rationnelles, etc., cartésiennes, mais
Au sens où Marina Tsvetaeva parlait de compréhension pour la compréhension du poème. Vous savez, Marina Tsvetaeva, on lui disait, mais on ne comprend rien à vos poèmes. Vous autres poètes contemporains, dis donc, on n'y comprend rien. Elle dit, vous ne savez pas ce que c'est que comprendre. Elle disait, c'est en russe, hein. Mais Marina Tsvetaeva, elle parlait français aussi bien que vous et moi. Hein. Elle était francophile, acharnée, etc. Et donc, elle répond à ça. Elle dit, pour savoir ce que signifie le mot comprendre en poésie, mais moi je vous le dis pour la vie, pour la poésie, pour la vie, il faut savoir quel est le mot français. Et elle dit, le mot français, c'est comprendre. Et elle dit, le mot français, comprendre, il dit tout. Parce qu'il signifie, et là, elle nous donne une leçon d'étymologie à nous, qui l'avons oublié, n'est-ce pas? L'école l'a oublié. L'école, moi j'étais formateur d'enseignants, vous pensez bien si j'en sais quelque chose. Elle dit, qu'est-ce que signifie le mot français comprendre? 2 points. Embrasser, étreindre. Il n'y a pas d'autre compréhension. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une compréhension au sens étymologique, saisir dans un mouvement globalisant, dans une étreinte désirante, amoureuse, furieuse peut-être, n'est-ce pas? Or, la compréhension du réel, c'est ça. Et qu'est-ce qui nous rend cette compréhension-là? C'est-à-dire une compréhension qui est une compréhension où tout notre être se mobilise, se met en intensité. C'est une compréhension qui mobilise tout de nous. La mémoire charnelle et sensuelle du monde, celle de l'enfance, voyez Bonnefoy. La compréhension, bien sûr, aussi logique et rationnelle, car la poésie n'ignore pas. Elle utilise toutes les ressources humaines, elle les sollicite tous, n'est-ce pas? Le sentiment, l'affect, le psychologique, notre histoire individuelle, etc. C'est que si vous êtes tout entier mobilisé dans un instant, donc tout d'un coup dans une attention supérieure à vous-même et à ce qui vous entoure, qu'à ce moment-là, une compréhension apparaît intense. Une intensité apparaît. Vous êtes intense. Et nous voudrions tous, et nous le savons, vivre intensément. On voudrait vivre intensément chaque instant, ou on devrait vouloir le vivre. Je dis qu'on était en monde hypotendue. Nous passons à côté de notre vie. Voilà ce que je dis. Nous passons à côté de notre vie. Nous vivons en dehors de cette intensité. Nous nous attrapons à des leurres, à de fausses intensités. Si vous voulez, les fêtes extatiques où on se met en transe, justement, n'est-ce pas, sont de fausses intensités. Alors, il en faut des moments comme ça, une sorte de fusion, un peu primitive, etc. Mais au fond, la véritable intensité dont je parle, celle que nous voudrions tous vivre, c'est celle que nous vivons dans les moments d'éruption de nous-mêmes, dans la crue de notre être. Quand vivons-nous? Et ça, les surréalistes l'ont dit, Rimbaud l'a dit, mais d'autres avant, bien avant. On trouve ça chez d'autres poètes bien avant, et même, je vous dirais, chez Ronsard, etc. Chez Ronsard. Cette éruption de la vie, nous la vivons dans les grands moments intenses de notre existence, si fragiles, si éphémères, si peu nombreux, que nous voudrions vivre sans cesse. Les moments d'amour, les moments de stupeur, d'émerveillement, d'apnée, où tout d'un coup tout le monde nous traverse. N'est-ce pas? Nous, ça peut être évidemment devant un visage qu'on aime, mais devant un visage qu'on n'aime pas mais qu'on croise. Un visage d'enfant le matin, un visage de vieille femme usée par les jours et qui a son petit sourire rieur, je ne sais pas, ses yeux qui brillent. Ces moments où, ouvrant la fenêtre dans la fatigue d'un matin, tout d'un coup, l'air frais vous prend et que vous voyez se déployer devant vous le ciel et quelques nuages qui flottent là. Ces instants épiphaniques de révélation, n'est-ce pas, où tout d'un coup, nous n'avons plus de discours conceptuels, où nous oublions, n'est-ce pas, le reste. Et nous sommes simplement purement présents à nous-mêmes et au monde. Et présents à ce qu'il est, dans sa complexité et sa violence contradictoire. Parce que là, les poètes ne sont pas des gentils qui nous consolent. La poésie n'est pas une consolation. Parce que ce moment-là, d'intensité extrême dans l'existence, il nous fait prendre conscience de la merveille, oui, de l'ouvert, si vous voulez, de l'immense, de l'inconnu à venir, et donc de tous les possibles de notre existence. Nous qui sommes tellement enfermés dans l'impossible. Mais en même temps, nous en vivons la précarité et la fragilité extrême. Je disais, pourquoi? Parce qu'en même temps, nous savons notre mort. Nous voyons notre mort, les yeux dans les yeux. Nous sommes revenus à notre sentiment premier, terrible, que tout homme partage, n'est-ce pas, de cette solitude dans le grand infini.
Et à la fois, on le dépasse par ce sentiment intense d'épiphanie dont je parle. Vous voyez, moi je suis tout à fait mécréant, mais je crois à tout ça. Et en même temps, on a le sentiment exact de la richesse de l'instant, de la richesse de notre instant de vie, de la richesse de nous-mêmes, de ce que nous vivons, de ce qui nous est donné autour. Nous en vivons l'extraordinaire richesse et nous la mesurons parce que nous mesurons sa disparition. Tout poème a pour arrière-pays la mort. Et voilà pourquoi il vibre. Pourquoi tout poème, qui que nous soyons, ayant fait des études ou pas, ayant des diplômes ou sûrement peut-être pas d'ailleurs, parce que là on est enfermé dans le savoir et on oublie ça, on y échappe. On y échappe et on veut y échapper, parce que c'est une expérience radicale, je l'ai dit violente, qui nous met dans une lucidité extrême. Vous voyez, cette chose, cet instant-là, qui est en fait, vous savez, ce que André Breton appelait l'or du temps. Je cherche l'or du temps. Vous vous rappelez la formule de Breton? Mais c'est l'absolu que cherchait Rimbaud, évidemment. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vite, vite. S'il y a une vitesse, c'est vite, vite, ne pas oublier de reprendre pied dans la lenteur de l'existence, dans l'inscription pleine et entière dans notre vie. Et enfin dépouiller de tous les leurres, de toutes les chimères, de tout ce qui nous fait vivre à toute vitesse dans des rôles, dans des formes qui ne sont pas les nôtres, que nous habitons parce qu'on nous demande de les habiter, mais où nous déshabitons nous-mêmes. Vous voyez, si vous me permettez ce néologisme-là. Et la grande question de notre temps d'aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis que l'urgence est grande de la poésie, parce qu'elle nous fait prendre conscience de tout ça, elle nous fait renouer avec le désir que nous avons tous, très jeunes, de vivre notre vie intensément. Alors la grande nécessité de la poésie, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes tout est fait dans le monde dans lequel nous vivons, tout est fait. Et notamment pour les jeunes, crime terrible. Tout est fait pour nous faire échapper à l'intensité de l'existence, pour nous mettre dans des leurres, moi comme les autres, remarquez, n'est-ce pas? Nous sommes tous attrapés par des leurres, on nous fait croire qu'on vit parce qu'on va acheter, parce qu'on va avoir quelque chose, parce qu'on s'identifie à telle ou telle valeur positive. Vous voyez, l'avoir, le pouvoir, le paraître, le pouvoir. Aujourd'hui, on voit bien l'obsession du pouvoir. Mais le pouvoir, il peut se vivre dans de tout petits réseaux, n'est-ce pas? Pas besoin d'être président de la République. Ouais, tout le monde veut être président de la République aujourd'hui. Mais tout le monde veut être le président de sa petite république personnelle. Nous sommes tous comme ça parce que c'est l'air du temps, parce que toutes les fictions qui nous enjoignent comment comprendre et lire le monde, nous disent, voilà, celui qui vit sa vie vraiment pleinement, c'est celui qui gagne, celui qui est plus fort, celui qui est plus riche, celui qui est au-dessus des autres par le savoir. Par le savoir, méfions-nous de ce détournement du savoir qui ne fait plus du gai savoir des hommes libres, mais qui fait des hommes asservis à la volonté de puissance. On voit bien, c'est le drame de toutes les universités depuis que les universités existent, n'est-ce pas? Ce penchant-là est terrible chez l'homme, n'est-ce pas? Échapper à sa vie, à l'intensité de l'existence nue, où l'on est droit devant sa mort, devant l'immensité de l'infini mystère, n'est-ce pas? Et qu'on est dans son cœur palpitant de sa vie fragile. Où nous sommes tous, je vous le ferai remarquer, ici, donc dépouillés de tout ce qui ment, de tout ce qui est factice, de toutes les effigies, de toutes les idoles et les icônes, n'est-ce pas? Nous sommes tous dépouillés de tout ça, des êtres co-humains. Où là, nous retrouvons tous notre fraternité, celle qu'on écrit partout au fronton, mais qui est devenue un concept. La poésie nous ramène à une fraternité première, car tout poème vous parle au plus près de votre existence. Celle-là, pas l'existence circonstancielle d'un jeune homme ou d'une jeune femme du début du XXIe siècle. Oh, il y a un vieillard du début du XXe siècle. Mais non, notre existence, celle qui est détachée des âges, des croyances, celle qui est notre être vibrant, simplement présent au monde, qui est, qu'on le veuille ou non, toujours dans un amour désespéré. C'est-à-dire dans une volonté d'amour désespéré, qui veut aimer. C'est-à-dire, ça veut dire quoi aimer? Ça veut dire étreindre l'inconnu. Ça veut dire se concilier le mystère de l'autre, des autres, de l'univers, et vivre dans une sorte d'harmonie, ne serait-ce qu'un instant dans cette réconciliation. N'est-ce pas? Ce sentiment-là que nous avons tous de vouloir aimer tout le temps, n'est-ce pas? Et en même temps, la perte que nous avons toujours de ça. Donc évidemment, tout geste
Je reviens, après il faut que je m'arrête. Je peux parler longtemps comme ça et vous allez en avoir marre. Donc, je veux simplement vous dire que cette façon de vivre au monde, en intensité, et faire comme hypothèse qu'on pourrait vivre, oh non, pas 100% des instants de son existence en intensité, qui y résisterait? Parce que vivre en intensité perpétuelle, on explose. Mais il y en a qui l'ont fait, ils ont explosé. Tout un tas de grands artistes, on va dire, n'est-ce pas? Le geste poétique dont je parle, il a sa reproduction, il a son effet, son reflet, sa cristallisation dans le poème, mais il l'a aussi dans le geste du danseur ou de la danseuse, dans le geste du peintre, n'est-ce pas? Il l'a dans un film, par exemple, des images qui cherchent à nous faire rejoindre cette intensité dont je parle, n'est-ce pas? À provoquer le sens des choses, à illimiter le sens des choses, à nous faire échapper au sens assigné à résidence, à la monosémie, etc. Alors voilà, si vous voulez, la chose essentielle, c'est de comprendre. Vous voyez, je parlais de ceux qui ont explosé, mais c'est Van Gogh, c'est Giacometti, on a tellement dans l'histoire. C'est Artaud qui se brûle par désir de vivre le plus justement possible accordé à l'exigence de la vie, et qui refuse tous les mensonges, mais à un tel point, une telle intégrité là-dedans, peut-être, que ça devient presque l'intégrisme qui le foudroie, n'est-ce pas? Après, chacun fait ses réflexions. Moi, j'ai une immense admiration pour Artaud, mais son chemin est tragique. Alors on peut, moi je dis, vivre et se ressourcer, vivre en intensité, et se ressourcer sans cesse dans l'exigence d'intensité de la vie, en ayant chacun d'entre nous, à chaque instant de notre existence, la pensée du poème, ce que propose le poème, le diapason du poème. Vous voyez, on a bien besoin, évidemment, de moments où cette pleine attention à nous-mêmes, intense, qui est au fond je l'ai écrit quelque part, et j'y crois vraiment, une insurrection de la conscience, contre tout ce qui veut l'enfermer, une insurrection, une révolte, n'est-ce pas? Eh bien, oui, il y a un problème? Non. Claude Mourtet est là. Monsieur et Madame Mourtet, c'est important. Claude, il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas à l'Alba, alors. C'est pas ça. Oui, alors je finis, puis après on était en parle. plein élan, là. Et On était en plein élan. oui, mais c'est pas grave, je vais reprendre. Je vais vous dire où j'en étais, il me semble. Je vais parler de l'insurrection de la conscience, n'est-ce pas? Oui, nous devrions tous vivre dans l'insurrection de la conscience, c'est-à-dire la conscience debout, la conscience droite, n'est-ce pas? Or, la plupart du temps, notre conscience, elle est lâche, elle est fatiguée, n'est-ce pas? Et moi, comme vous, on ne peut pas être non plus des athlètes de la conscience, vous voyez, des supermen de la conscience, qui seraient dans un état d'éveil constant. Il y en a dans l'histoire de l'humanité. Des gens qui ont vécu cet état à chaque instant de leur existence, qui tendent vers ça, à vivre chaque instant dans un éveil constant, dans une compréhension du monde. Alors, il y a 1000 façons de le vivre, n'est-ce pas? Il y a 1000 façons de le vivre. Il n'y a pas que le moine contemplatif, mais il sait ça, à mon sens. Moi qui suis mécréant, je le respecte immensément, n'est-ce pas? Mais il y a aussi celui qui le fait dans un engagement de générosité extraordinaire, on va dire presque surhumain, n'est-ce pas? Qui est tout le temps dans une sorte d'attention supérieure et comment je veux dire, jamais en repos à l'autre, au mystère, à l'inconnu, à la possibilité d'un pas en avant, etc. Alors nous voudrions vivre ça, il faudrait vivre ça le plus, moi je dis, il faudrait vivre le plus possible comme ça, et nous vivons le plus possible dans l'inverse. Nous vivons sans cesse dans l'endormissement de la conscience. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est le mal des sociétés occidentales. Voilà, je vais faire un grand... Mais je crois profondément, le grand mal, on parle des problèmes économiques, ils existent, du chômage, ça existe, etc. Mais la grande dépression morale et intellectuelle de tout le monde occidental, qui est une grave dépression. Regardez le ravage dans les consciences, n'est-ce pas? Ça vient du quoi? Ça vient de ça. Ce sentiment qu'on perd quelque chose, qu'on perd la vie. On est sans arrêt sollicité, commandé, mais enjoint de jouer des rôles, d'être à la hauteur des modèles qu'on nous demande d'habiter, etc. Et que tout ça, c'est faux. On le fait parce qu'on est obligé. Il y a c'est une prison. On est dans un système, un processus social qui nous oblige à entrer là-dedans.
Et je disais aujourd'hui avec les jeunes, je reviens à ce que je disais, oui, les jeunes. Ah, moi j'adore en parler aux jeunes parce que, écoutez, franchement, je suis assez vieux pour savoir que ce qui nous sauvera, c'est la jeunesse. Mais la jeunesse préservée dans le comptage aussi, n'est-ce pas? C'est notre jeunesse en nous, c'est-à-dire la capacité, sans cesse, justement la capacité de la conscience à être ouverte à l'inconnu, à l'imprévu, au nouveau, au neuf. Or, nous sommes tous, et je connais des jeunes, déjà dans des consciences vieilles, des consciences défaites, fatiguées, usées, très jeunes. Parce que quand vous allez, par exemple, moi je suis allé des milliers de fois dans des écoles, des collèges, des lycées, des universités, rencontrer des jeunes. Et je vois des enfants de 14-15 ans qui répondent à des choses de l'existence. Quand j'essaie de les amener à parler des choses de l'existence, cruciales, ils répondent par des stéréotypes, par des formes figurées, n'est-ce pas, par les séries de télévision, par les jeux et tout ça. C'est-à-dire rien d'eux-mêmes, que des choses empruntées, n'est-ce pas? Ils ne sont plus là-dedans. Et déjà leur conscience est morte, déjà est enfermée, non pas parce qu'une conscience ouverte, elle ne peut produire, une conscience libre, elle ne peut produire devant la réalité que de l'insolite et de l'imprévu. Tout ce que vous pourriez dire de chaque instant de votre existence, de chaque fait, de chaque événement, c'est presque rien. Le parcours que vous faites pour aller au boulot le matin, etc. Tout ce que vous pourriez dire de ça, si c'est neuf, si c'est attentif, si c'est juste, ça m'augmente. Ça augmente ma compréhension du monde. Si on était dans un échange perpétuel comme ça, les expériences de chacun au plus près de son existence, dans cette attention supérieure, alors tout irait mieux aussi dans la relation humaine et on s'enrichirait mutuellement. C'est pour ça que je plaide pour, encore un raccourci, je plaide moi obstinément, politiquement, pour un éloge perpétuel de l'étranger. Parce que ce qui est étranger est essentiel pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire ce qui n'est pas comme nous, ce qui ne pense pas comme nous, qui ne marche pas comme nous, qui n'aime pas comme nous, qui n'embrasse pas comme nous, je ne sais pas, qui n'est pas comme nous. À chaque fois, ça nous augmente d'un inconnu qui est là, à disposition. Et donc, tout d'un coup, la vie augmente. Donc, si la conscience s'enferme, elle se ferme à tout ça. Et du coup, elle perd l'immensité du monde. Et nous vivons étriqués dans un petit quant à soi, chacun dans son petit domaine, avec du connu, des gens connus, dans des gestes connus. Et ça pue le rance, ça pue le renfermer. N'est-ce pas? Nous avons besoin de grand air, nous avons besoin à chaque fois d'éloges, du neuf, de l'imprévu, de l'inconnu. Et ça, je vous assure, entendez hier André Velter, n'est-ce pas? Ça souffle dans son poème. Ça pulse ça, l'ouvert, l'inconnu, l'immense. Mais tout poème authentique vous fait entendre ça. Tout poème, je vous assure. De Miloche, que vous avez entendu, à Neruda, à Ritsos, à Jean de Lacroix, moi je m'en fiche, je lis tous les poètes, quels qu'ils soient. Et ils m'intéressent pour ça, pas pour ce qu'ils disent, pour ce qu'ils manifestent d'intransigeante liberté dans la saisie du monde, dans la saisie de ma vie. Et ils m'engagent à cette liberté. Ils me disent tous, et remets-toi à la hauteur vibrante, n'est-ce pas, du poème, qui est intensité irrémédiable, irréductible d'existence. Et voilà, moi je vous dis, faites attention, parce qu'aujourd'hui, comme la jeunesse, et le discours que je tiens, c'est le discours depuis toujours, le plus vécu par la jeunesse. Ce n'était pas un discours. Quand on est jeune, on a cette volonté de franchir les frontières, de dépasser le lieu où on est. On est forcément dans ces refus qui sont des vouloir aller loin, plus, là-bas, autre, ailleurs. Or, tout, et ça a toujours été. Vous voyez pourquoi le jeune Rimbaud, il parle tellement à la jeunesse. Pourquoi moi, quand je vais rencontrer des adolescents, je leur dis des poèmes, ça consonne. Je vous jure que c'est vrai. Si je vais faire un discours sur la grammaire, moins. Mais si je fais entendre rien qu'un poème sans discours, j'arrive, je dis un poème à des enfants de maternelle comme à des lycéens, quelque chose tout d'un coup s'éveille. Et qu'est-ce qui s'éveille? C'est intérieurement que ça s'éveille. C'est la conscience endormie, la conscience manipulée, au sens propre, n'est-ce pas, qu'on a figé dans des modes de compréhension, dans des peurs, dans des restrictions, dans l'enfermement. La conscience, tout d'un coup, elle respire, il y a quelque chose d'autre. Vous voyez, et là, la seule parole du poème, elle est forte pour ça. Et tous les arts contribuent à ça, à l'insurrection de la conscience, au réveil de la conscience, à faire de nous des êtres pleinement humains. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un être humain sans conscience? Quel curieux oxymore, n'est-ce pas?
Bon, et donc, tous les arts y contribuent. La force du poème. Et c'est pour ça que je me bats à bec et ongle pour que la poésie soit présente, pour que tout le monde y ait accès, ne serait-ce que par l'écoute, sachant que ça existe, n'est-ce pas? Eh bien, tout le monde peut avoir accès par le poème à cette part perdue, n'est-ce pas? Dont aujourd'hui nous souffrons tellement, c'est-à-dire du manque. Alors, je crois profondément que les jeunes aujourd'hui sont plus que jamais, alors ils sont tous habités, comme je l'ai été, comme j'espère l'être encore. Il faut être jeune sans être adulte, comme disait Brel, n'est-ce pas? Du désir dont je parle, le désir intransigeant d'être encore, d'être plus. Oui, on peut être plus ou moins, n'est-ce pas? Mais jamais autant la jeunesse n'a été, elle l'a toujours été, mais détournée de ça, par tout un tas de fausses intensités. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Toute cette extraordinaire industrie, c'est devenu une industrie. C'est peut-être la plus grande industrie, la plus multinationale industrie, présente partout, y compris maintenant dans les déserts. Non, mais c'est vrai, dans les lieux plus reculés du monde, l'industrie du divertissement. D'un divertissement ignoble, parce que parfois, la plupart du temps, très bien fait, virtuose dans ses formes, fascinant, séduisant, plaisant, mais qui est ignoble parce qu'il joue sur notre faiblesse à tous, la pente de notre conscience à dormir, n'est-ce pas? Et ça, oui, moi comme vous, j'aime bien me divertir. Comment pourrait-on? Je dis, on ne va pas être des athlètes de la conscience, laissons ça à quelques saints ou quelques privilégiés martyrs de l'art, etc. Très beau, ça sert de point d'appui, d'aimantation, de point de... Voilà. Mais pour nous tous, je ne veux pas être ce sorte ça serait absurde de devoir dire que nous allons tous vivre tout d'un coup intensément, en poète, dans une vie à chaque instant brûlante. Non, on a bien besoin aussi à un moment de vivre en con, de se défaire des exigences. Moi, j'ai cette pensée-là. Donc, oui. Mais vous voyez, le grand problème de nos sociétés, partout maintenant, c'est que, au lieu de vivre dans l'intensité éveillée, en poète, donc, dans cette attention supérieure, vous voyez, et au lieu de vivre ça pour la plupart de notre temps, donc de vivre en accord avec notre vie, avec l'exigence de la vie, de l'amour, de la colère, de la peur, de tout ce qui nous meut profondément, au lieu de vivre, voilà, 80% en accord avec ça, on vit 5%, 1% de notre existence en accord avec ça. Et le reste du temps, on vit dans le divertissement. C'est-à-dire ce qui nous divertirait, ou la distraction, distraerait. Vous voyez qu'il ne faut pas abandonner le latin, parce que sinon on ne comprend rien au monde. Enfin, notre langue, en tout cas. Par notre langue au monde. Le langage, quand on va regarder dans son arrière-plan, et ses multiples arrière-plans, il dit plus que ce que dit le premier, et évidemment, sa première acception. Donc, vous voyez, distraire, détourner, divertir, ça veut dire détourner. Tirer d'eux, distraire. Ça veut dire, mot à mot, se tirer d'eux. On dit, je me tire d'eux, n'est-ce pas? De quoi on se tire? De quoi on se détourne? Justement de ce jeu dont je parle. Le divertissement, c'est fait pour nous faire vivre un ersatz de vie. Et aujourd'hui, jamais les moyens pour divertir. Regardez, les foules se déplacent. On y met notre argent, nos moyens, notre temps, notre loisir, le beau loisir, qui vient d'un mot qui signifie liberté, quand même, non? Licere, en latin, ce qui est permis, ce qui est libre. Eh bien, vous voyez que le loisir est occupé, n'est-ce pas? Vous voyez, nous sommes en période d'occupation. Cette occupation est invisible, cette oppression est invisible. Il fut des temps où il y avait des forces violentes qui, sous forme guerrière, nous envahissaient. Aujourd'hui, c'est bien plus grave, parce que c'est bien plus invisible, et ça joue sur notre paresse, sur notre fragilité. C'est-à-dire que nous sommes envahis, occupés, franchement occupés. Vous savez ce que disait Georges Bataille? Il disait ceci: nous n'aurions plus rien d'humain si le langage en nous était tout à fait servile. Vous voyez, là où on est occupé aussi, c'est dans le langage. Ce que je disais au début. Le langage est notre langage, le langage le nôtre, que nous partageons tous. Il ne dit plus du monde que ce qu'il faut en dire, ce qu'il est nécessaire et courtois et convenu et convenable d'en dire, mais rien au plus près de notre existence. Or, ça, c'est terrible, parce que, effectivement, le langage qui est aussi une des armes majeures du divertissement, du détournement du réel,
Je n'ai pas oublié d'où je suis parti, je vous parle du réel. Le langage aujourd'hui qui nous bouffe jusqu'à l'intérieur, il est complètement occupé par ce langage conceptuel, technocratique même. C'est-à-dire, vous voyez, on parle tous maintenant comme on parle à la radio, à la télé, c'est terrible. Moi, je vois, regardez les gens qu'on interviewe. Regardez l'imposture terrible. C'est toute affaire de poète, ça, et de poésie et de langage. De langage. Les gens qu'on interviewe partout. On dit, voilà, les gens, on est dans une démocratie, hein, tout le monde peut parler. On tend les micros à tout le monde. Et donc, tout le monde parle. Vous voyez, ça a commencé il y a 10 ans avec le Parisien. On mettait la bobine de quelqu'un, sa photo, l'image, je n'ai pas le temps d'en parler, mais j'aurais pour en dire. Et puis, 3 lignes, qui répond à une question. Mais pas n'importe quelle question. Hein. Vous savez, c'est pas est-ce que vous avez mal aux pieds. C'est des questions fondatrices sur un fait de société majeur ou sur je sais pas quoi. Hein. Et les gens doivent répondre en 3 lignes. Je vous jure 3 lignes. Allez, on va dire comme on dit en typographie journalistique en 150 signes. Même pas 100 signes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et qu'est-ce que peuvent dire les gens? Ils ne parlent, à ce moment ils parlent, ils ne disent que ce qu'on attend. Que ce soit pour ou contre, vous savez, il y a le pour et le contre. C'est de toute façon des choses attendues dans un langage attendu avec des mots pauvres, des mots destitués de toute incertitude de sens, de toute nuance. Donc, on ne parle pour rien. On parle tous pour rien. Et on ne parle plus, vraiment. Et donc, ça veut dire que même notre langage à nous, intérieur, le plus authentique, le plus juste, il est complètement enfoui sous des strates de langage précuit. Langage cuit, disait Desnos, n'est-ce pas? Et donc, il n'y a plus de parole de vérité, et nous le savons. D'ailleurs, combien de fois nous n'arrivons pas à parler, à dire, à formuler? Nous surprenons à employer les termes que nous commandent partout d'employer. On nous les commande, attention, toujours pareil, ce n'est pas des commandements par oukase, c'est bien plus grave, c'est des commandements par séduction. Nous parlons John, nous parlons football supporter, nous avons tous des langages comme ça, des lexiques, des syntaxes toutes prêtes à porter, etc. Et quelle aise à notre expérience de vie et notre pensée du monde là-dedans? Aucune. Ce sont des carcans. Et nous passons de carcan de langage en carcan de langage. Plus aucune liberté. Qu'est-ce qui nous sauve de ça? Dites-moi. Qu'est-ce que ce serait qui nous sauve de ça? Mais le seul langage complètement libre, parce qu'il fait un bras d'honneur à toutes les commandes, à toutes les injonctions, c'est le poème, depuis l'aube des temps. Parce que le poème, il libère le langage dans tous ses états. N'oubliez pas, le poème, il ne cède en rien. Bien sûr, il détourne la syntaxe, il détourne le lexique, mais pire, il détourne le rythme. N'est-ce pas? Il s'attaque au fondement même de la langue. Là où toutes les langues aujourd'hui que vous entendez à la radio, à la télévision, quels que soient les effets sonores, quels que soient les effets, je ne sais pas, d'accélération, en général on parle vite d'ailleurs, hein, ou de ralentissement, c'est toujours le même recto tono. Le poète invente d'abord pour se faire entendre autrement la langue, et pour nous faire réentendre la langue, et ses menaces, et ses possibles, et ses immenses possibles. Pour nous rendre notre langue, il fait d'abord irruption dans le rythme, il brise le rythme, et il libère la langue de ce recto tono général, n'est-ce pas? Donc ça dissonne un poème, ça dissonne. Cette pure et simple dissonance du poème par le son, par cette effraction dans le recto tono de la langue ordinaire, nous sauve, parce que ça dit à tout le monde, il y a une autre langue. Mes amis, une autre langue est possible, une langue libre, une langue insoumise. De tout temps. Vous savez, que ce soit Corneille, que ce soit, mais c'est pareil toujours, n'est-ce pas? Que ce soit Rutebeuf, que ce soit Tristan Tzara, ou que ce soit Jacques Roubaud ou Jean-Pierre Lemaire, ou les poètes que vous rencontrez, ce qu'ils font, qui est précieux pour nous, qui est notre sauvegarde, je le maintiens, c'est qu'ils nous rendent tout d'un coup espoir. Il y a moyen de parler autrement dans la langue, de dire du monde, de l'arbre, de l'oiseau, de la perte, de la mort, du désir, autre chose que ce qu'en disent les séries télé, les dossiers dans Femina ou je sais pas quoi, dans les magazines, dans l'Express et tout, qui ne sont que des stéréotypes, des fictions toutes faites, toutes forcloses, dans lesquelles on veut nous faire rentrer, qui prétendent simplifier les faits de notre existence, qui sont immensément, et par bonheur, immensément complexes, et définitivement complexes, insimplifiables, si je puis me permettre. Eh bien, tout cherche à nous le simplifier dans une langue simplifiée. Vous voyez que l'enjeu est grave. Vous voyez pourquoi nous vivons
je le dis sereinement, avec le sourire, car on ne va pas en plus nous obliger à être tristes, n'est-ce pas? Donc, avec le sourire, moi je suis dans une révolte joyeuse. Je dis non, on ne se laissera pas soumettre par le langage, dans notre compréhension du monde, dans notre saisie du réel. On ne fera pas perdre la vie par tous les artefacts que vous nous proposez pour être de la vie, alors que ce n'en est pas. Revenons au poème, à la simple écoute du poème, qui dans un instant nous rappelle qu'il y a une pure intensité de vivre propre à chacun, en dehors de tout savoir, je l'ai dit, toute culture, de toute croyance, de tout parti pris. Tout d'un coup, nous nous retrouvons tous des êtres nus, intensément vivants dans la fragilité de l'existence, dans un sourire, un baiser, une caresse du vent, une douleur, une mort, un gouffre qui s'ouvre, un ciel qui s'ouvre. Tout d'un coup, comme ça, nous existons vraiment pleinement humains. Et c'est de ça dont on nous prive. Nous perdons notre humanité, ce que disait Georges Bataille. N'est-ce pas? Voilà pourquoi, pour moi, la poésie, c'est sûrement pas, vous avez compris, un petit ornement, la petite distinction, le petit poème qu'on dirait à la maman pour la fête des mamans, maman tu es belle, je t'aimerai toujours, ou je sais pas quoi, aussi, une manière charmante de dire son sentiment amoureux, jamais, c'est jamais charmant chez un poète. Enfin, un des plus grands poèmes d'amour, il commence par « Il n'y a pas d'amour heureux ». Aragon, n'est-ce pas? Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard, vous voyez? Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. On passe toujours à côté, nom de Dieu. Mais le poète, il est là pour vous le dire. Il nous incommode, il est gênant, le poète, il nous emmerde. Et pourquoi aujourd'hui on ne parle plus des poètes? Pourquoi la société a fait abstraction des poètes? Pourquoi moi, quand je reviens avec mon poème, avec mon poète, avec mes poètes, et que je dis partout où je vais, à la radio, à la télé, voire dans les ministères, je dis mais pourquoi pas les poètes? Pourquoi vous oubliez les poètes? Ah, un petit sourire gêné. Ah, mais ça n'intéresse personne. Vous voyez? La vie ne doit pas intéresser, hein, la vie libre, libertaire. Parce que justement, ajustée à l'élan plein et entier de la vie, c'est toujours gênant. Donc oui, la poésie est incommode. La poésie n'est pas une chose consolante, je l'ai dit. La poésie n'est pas une chose qui arrondit les angles. Et les poèmes d'amour, c'est toujours des poèmes, toujours, qui marquent la complexité de l'amour. Oh oui, l'élan. Oh oui, la merveille. D'accord. Et je sais que les poètes le disent. Mais jamais, jamais ils ne le disent sans faire entendre l'exact inverse. Regardez Barbara, vous avez entendu Barbara hier, de Prévert. Il pleuvait sur Brest ce jour-là. Regardez, un immense poème d'amour pour une inconnue, qui est la plus belle chose qui soit, n'est-ce pas? Mais regardez comme il dit en même temps l'horreur du monde, en même temps. Qui est mais mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avec des causes dit la mort autant que l'amour, non? Enfin, je peux reprendre tous les poèmes du monde. Il n'y en a pas un qui, faisant l'éloge de la vie, ne fait pas aussi entendre que cet éloge de la vie ne vaut que dans la lucidité extrême de notre humaine condition, évidemment, qui est la fragilité de chaque vie, puisque nous sommes un souffle dans l'immense. Mais quel souffle! Chacun égal à l'autre dans sa valeur, et chacun irremplaçable. Et en même temps, je le répète et je finis avec ça, n'oubliez pas que la poésie est le lieu où on vit tous par l'écoute. Je l'ai vu tellement de fois, dans des assemblées si diverses, où on vit tout ce qu'on a perdu. Je répète tout à l'heure notre co-humanité. J'ai écrit dans ce bouquin, la poésie est l'espéranto de l'âme humaine. L'espéranto de l'âme humaine. C'est le langage. Moi, je vais en Russie, je vais dans des pays du monde entier, comme ça, j'entends des poètes dans des langues que je ne connais pas. Ils parlent poème. Vous voyez, ils comme ça, on se succède. Ils parlent poème. J'entends rien, au sens je ne comprends rien. Et en même temps, je sais qu'ils parlent poème. Et j'entends que ça vibre. Et je sens que la langue qu'ils parlent n'est pas celle que j'ai entendue dans la rue, qui est la même. J'entends qu'elle est armée de l'intérieur, qu'elle est debout, que c'est une langue debout, que c'est une langue qui interroge, que c'est une langue qui vibre pleinement, qui est restituée à son pouvoir immense de sens, de palpitation du cœur, n'est-ce pas? Alors que les autres langues sont des langues de l'efficacité immédiate, plates, aussi plates qu'un chemin de bitumé qui va d'un lieu à un autre. Donc voilà, je vous en conjure, prenez dans votre existence, gardez une place pour cette exigence du poème, de l'acte de poésie, du geste poétique. Plus vous en éloignerez, comme le monde s'en éloigne aujourd'hui, plus vous éloignerez de votre propre chemin profond. Et vous serez dans des leurres. Et la vie nous rattrape. Et après, nous nous retrouvons évidemment désemparés,
devant l'intensité de la vie qui, elle, ne cesse pas d'être intense. Et quand elle nous reprend, nous, dans notre lâcheté, au sens propre du mot, on est lâche, on est distendu, on est mou, n'est-ce pas? Quand elle nous reprend tout d'un coup par telle ou telle expérience, heureuse ou malheureuse, elle nous reprend comme ça, comme une éruption, alors là on est désemparé. Alors que vivre en poète, ce n'est pas, encore une fois, se mettre le nez dans le lampadaire, c'est vivre au plus près de la réalité, de sa complexité, de son mouvement perpétuel, à chaque instant. Bon, cette fois-ci j'arrête, hein.